Donc bonjour, je voudrais consacrer cette vidéo aujourd'hui en hommage à Éric Dénecé. Éric Dénecé, c'est ce spécialiste français du renseignement et de l'intelligence stratégique. Il commence sa carrière comme officier au sein de la Marine nationale. Il est docteur en sciences politiques. Il obtient le prix en 1996 de la Fondation pour les études de défense ainsi que le prix Acropolis 2009, il est auteur de 29 ouvrages. Il travaillait avec nos groupes de réflexion, notamment avec République souveraine, Georges Kuzmanovic. Donc on a eu l'occasion de l'inviter à de nombreuses reprises. Et c'est avec une grande tristesse qu'on doit vous annoncer aujourd'hui son décès. Donc je vais vous passer quelques passages de Éric Dénecé, qui était un homme exceptionnel, une clairvoyance exceptionnelle. Donc, et je reprends la parole de conclusion derrière. Monsieur Dénessé, bonjour. Merci de revenir sur Fréquence Populaire. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais on ne sait jamais. Vous êtes un spécialiste du renseignement et de l'intelligence économique. Vous êtes directeur et fondateur du Centre français de recherche sur le renseignement, plus communément connu sous le nom de CF2R. Ce n'est pas un robot de Star Wars, c'est le sigle de ce centre de recherche extrêmement intéressant. Donc vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui est dans la théorie, vous êtes également un acteur, vous avez été un acteur du renseignement, vous avez travaillé pour la Marine nationale, au SGDN, et puis plus tard, donc, vous avez fondé le CF2R. Si on reçoit aujourd'hui, c'est parce que la, la géopolitique mondiale est toujours dans cette phase d'énormes changements. Washington et Moscou négocient directement par-dessus les Européens, qui eux semblent figés sur l'ancien logiciel, sur l'ancienne organisation du monde. Et on le reçoit aujourd'hui aussi parce qu'il y a deux publications. Le CF2R, vous venez de sortir les conséquences géopolitiques de la guerre d'Ukraine. Et vous posez justement la question, est-ce que nous allons vers un nouvel ordre mondial? C'est pour ça qu'on vous reçoit. Et vous avez également contribué au dernier numéro de nos collègues d'Omerta, dont le titre est Ukraine, la guerre sans fin, où vous avez réalisé plusieurs remarquables analyses sur le conflit en Ukraine. Alors, j'irai directement en reprenant le titre de votre livre. Vous pouvez le voir à l'écran pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir. Donc, les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on se dirige, avec ces négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, vers un nouvel ordre mondial? Tout d'abord, merci de votre invitation. Bonjour à vous et aux auditeurs. Oui, vous touchez avec ce troisième livre de notre série sur l'Ukraine, puisqu'on a sorti le premier qui s'appelle La guerre américaine, sur tout ce qui avait conduit au conflit. Le second qui s'appelait La guerre russo-ukrainienne, sur l'analyse militaire du conflit. Et ce troisième tome est sur les conséquences géopolitiques, comme vous l'évoquiez à l'instant. Il a été rédigé, il a été achevé avant Noël, donc il y a des éléments récents qui n'y s'y trouvent pas, mais je pense que pour l'essentiel, nous dessinons à travers ce livre quelques enseignements et quelques lignes de ce que va être l'avenir. Et en effet, comme vous le disiez, nous allons vers un nouvel ordre mondial. En tout cas, on en voit les prémices. Et ce que l'on voit le mieux, c'est bien sûr la disparition de l'ordre ancien. Alors, il y a deux choses à dire. La première, à mon sens, c'est que nous venons de terminer une période de 3 décennies qui a été une période intermédiaire entre la fin de la guerre froide
et le début d'un nouvel ordre mondial dont la définition n'est pas encore tout à fait fixée. Ces 3 décennies qui vont en gros de 1990 à 2021 ont été dominées par un unilatéralisme des Américains qui en ont profité pour tenter de faire avancer leur position partout dans le monde, et puis par le terrorisme islamique. Voilà, ça a été les 2 grands domaines. Alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont perdre leur position dominante tout de suite, ça ne veut pas dire que le terrorisme islamique va disparaître, mais on rentre dans un monde qui, à notre sens, peut prendre 2 directions. Probablement un monde qui ira vers plus de multilatéralisme, progressivement, parce que les États-Unis, finalement, comme l'Europe, malgré ses défauts, ne sont pas des groupes d'États ou des États qui vont s'écrouler rapidement. Donc, même s'il y a une forme de déclin, de déliquescence, elle va prendre du temps. Et pour les États-Unis, la dédollarisation est irréversible, mais elle ne va pas se faire en 10 ou 20 ans, ça va être plus long. De la même façon, la montée des BRICS et des pays dits du Sud global se fait progressivement, même s'ils ont dépassé aujourd'hui en termes de PIB les pays du G7. Il faut rappeler que les BRICS, c'est plus une alliance, une entente objective entre États qu'une véritable composante unie et homogène. Et la deuxième option à laquelle nous pensons, mais qui me semble, du moins je l'espère, moins probable, c'est celle d'une nouvelle guerre froide entre les blocs, entre un bloc dit occidental et un bloc qui pourrait être russo-chinois. Mais je pense que l'évolution depuis l'élection de Donald Trump est en train de conduire à l'abandon de cette seconde hypothèse, vu les discussions, les rapprochements qui ont lieu entre Moscou et Washington. C'est en train de terminer ça. Alors peut-être y aura-t-il une espèce de guerre froide entre les États-Unis et la Chine, mais la Russie et l'Europe n'y seront pas nécessairement associées. Alors en parlant de cette deuxième hypothèse que vous jugez plutôt improbable d'une nouvelle guerre froide, il semblerait que les États européens, pour le moment, et Emmanuel Macron en tête, soient, eux, toujours inscrits dans ce logiciel et dans cette logique-là. Alors que l'allié naturel des Européens, les États-Unis, lui, ne l'est plus. Est-ce que les Européens sont-ils, selon vous, sérieux dans leur détermination à outrepasser les décisions américaines et pourraient-ils entraîner au moins le camp occidental dans cette nouvelle guerre froide? Alors, c'est une question essentielle dans laquelle il y a 2 aspects. Qu'est-ce que les Européens veulent et qu'est-ce qu'ils peuvent? Alors, je vais commencer par le second point. Sur ce qu'ils peuvent, en réalité, pas grand-chose. Parce qu'à partir du moment où un accord de paix semble se dessiner entre les États-Unis et la Russie, les pouvoirs de contrainte et de pression de ces 2 États sur les pays membres de la communauté européenne et les autres, j'y inclus la Grande-Bretagne et la Norvège, évidemment, seront telles qu'il y aura obligatoirement une forme d'alignement qui sera fait. D'autant que si les Américains cessent demain de livrer des armes à l'Ukraine, le pays ne durera pas longtemps. Ce n'est pas les faibles potentialités et capacités des Européens qui permettront à Kiev de lutter plus longuement. Et je dirais en plus, les Américains pourraient aussi décider d'arrêter des livraisons de pièces de rechange, de composants, voire de matériel aux Européens eux-mêmes, ce qui fait que nous ne pourrions pas livrer à l'Ukraine des armements comprenant des pièces américaines. Voilà, ça c'est la situation au cas où Donald Trump décide de passer en force. Nous ne sommes pas pour l'instant encore à ce stade-là. Maintenant, qu'est-ce que les Européens veulent? Alors, c'est à la fois incompréhensible et compréhensible par certains aspects. On voit effectivement l'obsession, la distorsion de réalité chez l'ensemble des pays de l'Union européenne, je dirais sous impulsion française et britannique, avec différentes origines. D'abord, les Britanniques, il faut le rappeler encore une fois, ont un atavisme terrible contre la Russie. Ce sont vraiment depuis bien longtemps, mais on va dire depuis le 19e siècle,
depuis le milieu du XIXe siècle, ils font une fixation sur la Russie. Il y a eu la lutte entre leurs empires coloniaux, je dirais à la fois dans le Caucase, en Asie centrale, en Europe. Ensuite, ça a été la lutte contre le communisme. Les Anglais ont vraiment une espèce d'obsession anti-russe. Et puis surtout, d'abord, deux autres choses. Les Anglais ont été de tous les pays européens ceux qui ont le plus investi dans leurs dons en Ukraine. Près de 15 milliards de dons, c'est plus que par exemple que la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal cumulés. Je crois que ça fait 2 fois plus que les 4 pays latins cumulés. C'est bien plus que l'Allemagne aussi. Et puis ensuite, les Britanniques auraient signé un accord avec Zelensky pour exploiter les terres rares. Donc ça veut dire que sur ces deux derniers aspects, hors la haine qu'ils portent aux Russes, il y a des intérêts économiques assez forts pour eux et qui les placent finalement en première ligne en concurrence avec les Américains parce que l'accord que Donald Trump, sans vouloir signer avec Zelensky, contrevient directement aux intérêts britanniques. Donc on peut considérer d'une certaine façon qu'il y a une logique côté Grande-Bretagne. Et puis, il ne faut pas oublier cette culture qu'ont les élites britanniques de vouloir dominer le continent européen, de garder un vieux fond d'impérialisme. Alors, ça peut paraître suranné, ça peut paraître idiot, mais au moins ont-ils encore une forme d'ambition nationale chez toutes les élites. Côté français, nous sommes aujourd'hui dirigés par un chef de l'État qui exploite à 200% cette crise ukrainienne pour se maintenir au pouvoir dans des conditions décentes. Il a perdu les élections législatives de l'an dernier, donc nous devrions assister à une véritable cohabitation comme nous l'avons connu en 86 et puis en 88 de mémoire, en 86 pardon, et à plusieurs reprises, mais il fait tout pour ne pas se retrouver en situation de cohabitation en jouant sur un certain nombre de choses en interne. Et puis on sent que ce président de la République a une volonté européiste extrêmement affirmée. Qui pour lui est, semble-t-il, la seule solution d'avenir et tous ses efforts semblent bien de faire en sorte que la France soit intégrée y compris de force, en tout cas sous la contrainte d'événements qui facilitent sa stratégie, dans un ensemble européen, sans bien sûr recourir au moindre référendum et la moindre consultation du peuple français. Donc cette obsession européiste fait que d'une part la dette, d'autre part la crise ukrainienne facilite sa stratégie, parce que sur le plan financier, il nous sortira sûrement dans quelque temps que la France n'étant pas capable de se débrouiller seule, vu son niveau d'endettement, il faut qu'elle s'adosse aux autres pays européens. Et puis la guerre en Ukraine est utilisée également pour dire, il nous faut une armée commune, d'où la réunion des chefs d'état-major de 34 pays récemment à Paris et aujourd'hui à Londres. Donc ça semble être cette politique, et ça expliquerait qu'il ait depuis longtemps dissous le corps diplomatique, dissous le corps préfectoral, annoncé qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il n'y avait pas d'universalisme français, qu'il veut également partager la dissuasion nucléaire européenne. C'est totalement ahurissant, c'est totalement irréaliste sur un plan stratégique, mais en tout cas, semble-t-il, cet homme a l'air déterminé de suivre cette ligne-là, et peut-être envisage-t-il non pas de succéder à Van der Leyen, mais de prendre la tête d'un super État européen dont il serait le dirigeant. Pour le reste, on a beaucoup de mal à comprendre les autres logiques qui sont très différentes. Les Espagnols, un certain nombre de pays sont assez discrets, même si elles soutiennent l'Ukraine. Les Italiens sont finalement en train de faire un peu machine arrière en disant qu'ils ne participeront pas à l'envoi de troupes sur le terrain. Les Polonais sont parmi, bien sûr, les plus actifs contre la menace russe, mais ne veulent pas non plus se retrouver en situation de guerre aux frontières avec la Russie, donc parfois freinent leurs partenaires d'Europe de l'Ouest. Les plus excessifs sont bien sûr les pays baltes, et puis, on le disait, outre les Britanniques, les Finlandais et les Scandinaves qui sont sur les frontières. Voilà en substance les positions des Européens, avec quelque chose de très drôle ces derniers jours, c'est qu'effectivement Keir Starmer et Volodymyr Zelensky ont déclaré, pendant que Vladimir Poutine prenait du temps pour répondre à la proposition de paix de Donald Trump, ont déclaré qu'ils ne voulaient pas la paix, que c'était un signe qu'ils voulaient continuer la guerre, alors que ces deux individus puissent sortir des insanités de ce type, alors qu'ils ont tous les deux, alors pas Keir Starmer directement, mais Boris Johnson, été à l'origine du refus
de l'acceptation des négociations fin mars 2022 à Istanbul, alors qu'au bout de 6 semaines de conflit, les deux parties russes et ukrainiennes étaient arrivées à un accord qui aurait été infiniment plus favorable pour Kiev que ce à quoi on pourrait parvenir dans les semaines qui viennent, les entendre dire que Poutine ne veut pas la paix, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité et ça fait sourire, mais ils n'ont peur de rien, ils ne doutent de rien puisqu'ils nous sortent des mensonges de ce type sans ciller. C'est étonnant cette coalition franco-britannique belliciste. Elle fait écho à la guerre de Crimée de 1853-1856 où Français et Anglais sont partis ensemble guerroyer contre la Russie. C'est assez peu connu, mais c'est pour ça qu'on a une rue de Crimée, le zouave du pont de l'Alma, Malakoff, le boulevard Sébastopol. Tout ça vient de cette guerre de Crimée et on croirait parfois que Lord Palmerston, qui était ministre des Affaires intérieures, il me semble, à l'époque, puis après Premier ministre, souffle à l'oreille de son fantôme, souffle à l'oreille de Keir Starmer. Alors, ce positionnement européen est d'autant plus étonnant, vous le voyez sûrement, c'est dans le reste du monde. Quand on lit ce que disent les géopoliticiens asiatiques, en Inde, à Singapour, en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, tout le monde est plutôt semble orienté vers l'espoir d'un monde multipolaire et la fin de cette parenthèse dont vous parliez d'hégémonie américaine de 1991 à 2021 et voit plutôt avec espoir les discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump. D'ailleurs, il y a un propos qui a un peu échappé à tout le monde, c'est M. Peskov, porte-parole du Kremlin, qui a sa première intervention après la discussion entre les deux présidents a été de dire « Après ce coup de fil, le monde est beaucoup plus sûr ». Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il faut rappeler en amont que côté américain, il y a une très nette compréhension et une réelle acceptation que la stratégie américaine en Ukraine et contre la Russie a été un échec. Il faut rappeler que cette stratégie avait été initiée depuis longtemps par les néoconservateurs américains, essentiellement démocrates. On le retrouve dans le livre de Brzezinski, le Grand Échiquier. C'est la stratégie qu'avait lancée Biden, et cette stratégie a été un échec. Elle est assumée, elle est reconnue et assumée par Trump et par Vance, qui le disent, la presse américaine en parle, ils reconnaissent ça. Donc leur but, c'est de sortir le plus vite d'une situation qui a été un échec pour eux, parce que ça n'a plus de sens de continuer. Ils ont d'autres objectifs en tête qui sont d'abord le maintien de la primauté américaine, mais qui peuvent être le canal de Panama, le Groenland, pourquoi pas le Canada sous une forme ou sous une autre, et puis surtout une forme de compétition, si ce n'est d'affrontement avec la Chine. Donc ça, c'est vraiment leur objectif. À partir de ce moment-là, vu que ce sont des gens très pragmatiques, ils se rendent compte que la Russie finalement n'est pas un adversaire, parce que d'abord, le but de la stratégie néoconservatrice, c'était d'aspirer la Russie dans le camp occidental. Donc Trump le fait de façon différente en disant « nous allons nous entendre avec eux, on va arrêter cette guerre qui est d'abord une boucherie, mais qui en plus ne sert plus nos intérêts, et on va essayer de raccrocher d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas de placer la Russie dans une situation neutre qu'elle ne continue pas à se jeter dans les bras de la Chine, comme la stratégie de l'équipe Biden a conduit à le faire. Donc ça, c'est absolument clair. Je pense qu'on revient à un retour de la realpolitik, de la géopolitique réaliste dans sa plus belle, dans sa plus grande splendeur, et que les deux camps partagent sur ce point de vue la même analyse du monde. Ils n'ont pas les mêmes positions, bien sûr, ce sont deux puissances, on ne va pas dire antagonistes, mais concurrentes, mais en tout cas, ils acceptent les mêmes règles de concurrence. C'est ça qui est intéressant. La stratégie de Netanyahou, depuis quelque temps, consiste à essayer de provoquer ses adversaires pour que ses adversaires l'agressent et qu'ils donnent l'impression d'être la victime et que donc les Israéliens puissent réagir. Donc il y a eu cette première attaque contre le Hezbollah avec les beepers et les talkie-walkie. Sans doute pensait-il qu'il y aurait des frappes importantes du Hezbollah en réponse, ce qui n'a pas été le cas. Et donc Israël devait impérativement tirer parti de cet événement pour agir dans les quelques jours qui suivaient, sinon ça ne servait à rien de tuer ou de blesser comme ça de nombreux cadres du Hezbollah. Et donc ils sont passés à l'offensive. Mais je remarque que personne ne note que dans cette affaire, ce sont les Israéliens qui sont les agresseurs. On parle d'agresseurs pour la Russie de la même façon en Ukraine. Et donc la provocation israélienne n'a pas totalement réussi.
Oui, donc vous avez entendu les analyses très pertinentes géopolitiques de Éric Dénecé. Donc nous attendons les conclusions précises des causes de sa mort, dans quelles conditions, comment est décédé Monsieur Dénecé. Nous rendons hommage bien entendu à sa famille. Nous sommes, notre équipe qui étions en contact avec lui, un peu surpris que jusqu'à cette heure, les grands médias, je parle les grandes chaînes de médias, n'aient pas repris le décès brutal de Monsieur Dénecé, d'Éric, et surtout des circonstances de sa mort. Donc à ce stade, on peut juste espérer qu'une enquête va être conduite pour connaître les causes réelles de sa mort. Je vous remercie et à bientôt.